Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Patrick Buran-Sténas. Patrick Buran-Sténas est alchimiste. Ça ne veut pas dire magicien. Patrick Buran-Sténas est un chercheur de sens. Il cherche l'esprit dans la matière, dans le métal en particulier. Il partage sa quête de vérité et de liberté à travers des conférences et des ouvrages diffusés dans le monde entier. Les fidèles qui ont écouté les 20 premiers épisodes du Craft Project ont entendu les artisans d'art raconter leur destin créatif, mais aussi le lien entre la matière et le cosmos, leur approche méditative de la création, le défi de transmettre un art au-delà d'une technique. Tout cela m'a donné envie de promener mes questions aux frontières du visible et de vous proposer d'ouvrir une fenêtre vers une autre lumière. Bonjour Patrick Buran-Sténas. Bonjour. Elle a commencé comment votre vie créative ? En naissant. C'est vrai ? Mais oui, forcément. Je pense que la curiosité du monde, c'est comment voir ce qui est autour de nous. Je me souviens la première fois que j'ai marché, imaginez, hein, et surtout pourquoi. Loin de moi, il y avait un buisson avec des baies rouges. Et je me souviens dire une attraction en disant « mais c'est incroyable ce truc-là ». Et donc pour y aller, comme c'était relativement loin en fonction de ma petite taille, je me suis mis debout et j'ai marché. Donc déjà à l'époque, j'étais attiré par quelque chose qui était un peu atypique. Et je me suis donné les moyens d'y aller. Pour vous, la créativité, c'est la curiosité ? Ça dépend. La créativité, au début, c'est la curiosité, oui. Ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est une espèce d'intuition. Mais je pense qu'ensuite, c'est de l'inspiration. C'est-à-dire, ça vient de l'extérieur. Je dis ça sur une voie qu'on suit. Les 40 premières années, on se sert de la voix. Les 40 suivantes, c'est la voix qui se sert de nous. Donc j'ai l'impression qu'au début, on crée pour aller vers, et ensuite on crée en parlant de. C'est comme si on fabriquait une coupe pendant une partie de sa vie, puis qu'un jour elle se remplit. Mais elle se remplit de quelque chose qu'on n'y a pas mis, nous. D'accord. Et qu'en buvant à cette coupe, eh bien, on va être vecteur de quelque chose. Et c'est pour ça que je me pose la question aujourd'hui, est-ce que je suis créatif ou est-ce que je suis vecteur de quelque chose ? J'en sais rien. Alors on met ce qu'on veut derrière. Hein. Mais pour revenir à votre vraie vie d'enfance et de la construction de votre destin à vous, c'est-à-dire que au départ, vous avez eu un parcours scolaire classique. À quel moment la magie, cette curiosité-là, est arrivée dans votre vie très concrètement, vraiment en apprenant à marcher ? Oui, je pense assez vite. J'ai toujours imaginé qu'il y avait une réalité derrière la réalité, mais comme tous les enfants. Ouais. Je veux dire, le monstre dans le placard, quand on voit de la poussière, c'est pas de la poussière mais des étoiles. Je veux dire, tous les enfants font ça. Mais c'était accueilli comment chez vous ? Ça avait une place, cet imaginaire-là ? Je me posais absolument pas cette question, mais j'étais pas non plus... non, mais vos parents, ils encourageaient ça, par exemple ? Mais c'est ça, justement. Déjà, j'ai perdu mon père très jeune, ouais. Donc je l'ai très peu connu. Donc vis-à-vis de lui, j'en sais rien. J'ai juste un imaginaire, parce que j'ai 10 souvenirs avec lui. Mais c'est des souvenirs qui sont forts. Par exemple, vous allez rire, mais... Et ça peut peut-être répondre à la question, c'est... On avait une maison de campagne, et comme dit Cabrel, les toilettes étaient au fond du jardin. Évidemment, moi, j'étais tout petit, j'ai perdu, j'avais 5 ans. Et donc, j'allais aux toilettes avec lui. Donc, imaginez, lui sur le trône, moi sur mon pot. C'est intime, ce que je vous raconte. Et il se trouve que le haut des toilettes était ouvert. Donc, c'est le soir, c'était ouvert sur le ciel. Et je regardais le ciel, et je posais des questions à mon père, et il me répondait. Et ça, pour moi, le début, il est peut-être là. C'est-à-dire cette espèce de curiosité. Et je me souviens des questions. C'est quoi un tourbillon ? Pourquoi il y a des étoiles ? Mais c'est ce qui me passait par la tête. Et ces réponses me faisaient rêver. Je pense que cette faculté d'émerveillement, c'est ce qu'on perd et c'est ce qu'on doit retrouver.
en tout cas pour moi. Donc ça a commencé assez jeune, être rêveur aussi, mais j'étais pas non plus fou furieux. Dans ma famille, personne ne pensait que j'étais particulier. Moi non plus d'ailleurs. Mais c'était seulement, par exemple, j'allais souvent dans le Lot, dans une ferme, parce que j'étais le petit Parisien, et que mes parents m'envoyaient là-bas pour aller prendre du bon air. Sauf qu'ils ne s'occupaient pas du tout des enfants, ils n'avaient pas que ça à faire. J'étais livré à moi-même, ce que je trouvais formidable d'ailleurs. Mais ça veut dire marcher dans les bois, ça veut dire courir avec les chiens, ça veut dire... Et là, quand on rentre le soir en vélo, puis qu'il y a une chouette qui passe, c'est un fantôme. Hein, Donc cet imaginaire, qui est présent chez tout le monde, hein, était là. Et je me souviens, ça devait être, je sais pas, peut-être en 6e, j'ai fait un exposé sur l'alchimie. Sans savoir exactement ce que c'était. Hein. Aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cet exposé, j'en sais rien. Parce qu'il n'y avait aucune raison. Et je me souviens, cet exposé, j'expliquais à la classe ce que c'était. Alors, je vous coupe tout de suite pour vous demander justement, quel est votre métier? C'est quoi un alchimiste? C'est pas un métier, c'est un art. Alors, quel est votre art? Donc, puisqu'ici, on parle avec des artisans d'art. Mais justement, c'est une perception du monde. Le problème avec l'alchimie, c'est qu'on imagine que c'est une proto-chimie. C'est-à-dire, les anciens faisaient de la chimie sans savoir exactement ce qu'ils faisaient et qu'ils sont tombés sur des trucs par hasard. Alors évidemment, les chimistes se disent on est bien meilleur qu'eux aujourd'hui, ce qui est vrai, sauf que la motivation n'est pas du tout la même. Les alchimistes, c'est une voie métaphysique. D'ailleurs, on parle de pierre philosophale, pas de pierre technique. Ça part du principe suivant. La création, c'est quelque chose de fermé. Enfer et enfermé, c'est le même mot. Et pour l'alchimiste, on peut sortir de cette prison. Il y a 2 manières de vivre sa vie. La première, c'est d'améliorer son incarcération. Puis la deuxième, c'est de sortir. Le but de l'alchimie, c'est de sortir. Donc on ne va surtout pas trouver de la matière, mais on va essayer de la faire disparaître. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'alchimiste ne transforme pas, il transmute. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre une forme et la faire disparaître. Donc déjà, ça démarre d'un hiatus. C'est l'alchimie n'est pas ce que vous croyez. C'est pas la transmutation du plomb en or. Il faut s'entendre sur le terme, l'or c'est l'or c'est la lumière. Donc ça veut dire prenez de la matière, faites-la disparaître, sublimez-la. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille toujours sur le volatile. En gros on volatilise la matière. Donc ça n'a rien à voir avec un chimiste qui lui travaille sur la matière. Lui il travaille dans la prison. L'alchimiste lui, il en sort. Et surtout le fait que la matière ait changé de forme n'est pas une fin en soi. Ce que vous cherchez, il y a une quête métaphysique derrière. Alors bien sûr, parce que effectivement, pendant l'œuvre, la matière va changer de forme, mais après, elle n'aura plus de forme du tout. Oui. Elle doit disparaître. Pour l'alchimiste, par exemple, les 7 métaux, le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or, sont le même, mais à des états d'épaisseur différentes. D'accord. C'est-à-dire, imaginons que la matière est composée de voiles, d'obstacles. Le plomb en a 7. Si je purifie la matière, je lui retire un voile, ça devient de l'étain. Si je lui retire un deuxième voile, ça devient du fer. Et si je retire 6 voiles, ça devient de l'or. L'or précieux, près des cieux. Mais le profane croit qu'on s'arrête là, alors que le but, c'est de retirer le dernier voile. Et là, la matière disparaît. Mais c'est pas seulement qu'elle disparaît, c'est qu'elle crée un trou dans le mur. Et maintenant qu'il y a un trou dans le mur, maintenant je peux sortir. Donc c'est vraiment cette idée. On dit d'ailleurs persévérer, percez vous verrez. Et la question c'est percer quoi pour voir quoi? Mais justement, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce trou? Racontez-nous. Alors déjà, c'est une bonne question. C'est que... Est-ce qu'on peut parler de ce qu'il y a derrière le trou? Un exemple. Quand un artiste reçoit une inspiration, il sait ce que c'est? Il n'a pas la moindre idée. Un copiste, une commande, oui. Mais si c'est quelque chose qui vient justement de l'extérieur, cette fenêtre ouverte vers l'extérieur va avoir une particularité. Dans notre monde, ici, on est toujours dans l'agitation. Le temps, l'espace et la matière. Par contre, une œuvre d'art vous rend forcément immobile, silencieux et aligné. Vous regardez une sculpture, par exemple, soit c'est intellectuel, et on doit vous expliquer ce qu'elle veut dire, soit vous avez la mâchoire qui tombe, et vous êtes parfaitement silencieux. On est une espèce de sidération. Pour moi, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est ça. Vous n'êtes plus dans le temps, l'espace et la matière, mais c'est le présent, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le même mot. Imaginez 2 personnes qui sont dans cet état d'amour, qui se regardent dans le blanc des yeux toute une journée, sans s'ennuyer, sans avoir mal nulle part, sans penser à rien. Faites ça avec quelqu'un, vous n'êtes pas dans cet état-là. Au bout de 5 minutes, vous n'en pouvez plus. C'est comme si on était en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Donc ce qui prouve qu'on regarde dehors. On ne peut décrire que ce qu'il y a dedans. Et on ne peut surtout pas décrire ce qu'il y a dehors. Parce que si on le décrit, ça devient dedans.
comprends. On peut le vivre, l'expérimenter. Alors voilà, c'est un état. Mais justement, cet état qui a l'air si merveilleux, comment on le quitte? C'est-à-dire, pourquoi vous n'êtes pas tout le temps en connexion avec cet état-là? Comment vous arrivez à revenir dans la prison? Mais c'est pas comment on arrive à revenir, c'est surtout comment on n'arrive pas à en sortir. Il y a 3 étapes. La première étape, déjà, même le préacquis, l'hors d'œuvre, avant l'œuvre, c'est de savoir qu'on est en prison. Il y a plein de gens qui vivent ici leur réalité, qui trouvent ça très bien. Et si je leur dis, mais il y a autre chose, ils me disent, mais non, t'es fou, il n'y a que cette réalité ici. D'ailleurs, prouve-le-moi, montre-le-moi. Donc la première chose, c'est de se dire, il y a peut-être une autre réalité. La deuxième, c'est de dire, je suis enfermé dans cette réalité. Rien ne me le dit non plus. Après, c'est dire, si je suis enfermé, je peux peut-être faire un trou. Et là, ça commence. C'est le travail de l'alchimiste. Et la pierre des philosophes, c'est un trou dans le mur. C'est un clou. Ça sert juste à percer le mur. Et ça veut dire que la première chose que je fais quand je perce le mur, je suis dedans. Je regarde dehors, mais je suis dedans. Donc ça veut dire que je reste dedans, je suis juste à la fenêtre, puis je constate un certain nombre de choses inexplicables et d'ailleurs inexprimables. D'ailleurs, quand les gens vont me dire « Qu'est-ce que tu as vu ?» je suis incapable de répondre. Ou alors si, je vais le faire comme les prophètes le font, les mystiques, par parabole. Ça ressemble vaguement à ça, mais je ne peux pas vous dire. Première étape. Deuxième étape, je sors. Il doit y avoir un truc dehors. Donc la fenêtre devient une porte. Donc je vais dehors, je sors de la prison, puis je fais le tour de la prison, je reste dans le jardin. Mais je ne perds pas de vue la prison. Donc ça veut dire que je suis dehors, mais de temps en temps, je peux ouvrir la fenêtre pour voir ce qui se passe dedans. Donc j'ai toujours un lien. Puis la troisième étape, je sors du jardin. Et ceux qui l'ont fait sont parvenus pour le dire. Donc ceux-là sont vraiment sortis. Mais les 2 premières étapes, et je peux très bien être dedans, dans la prison, regarder dehors, et ça me semble tellement extraordinaire de dire « Oh là, je ferme la fenêtre, j'ai peur. » Parce que ça peut être inquiétant de voir une réalité qui n'est pas la nôtre. Bien sûr. Ou de percevoir quelque chose qui est tellement étrange que... c'est vraiment ce syndrome-là. J'aime bien aussi cette parabole. Vous êtes dans un immeuble, vous êtes au rez-de-chaussée, et vous connaissez tous les recoins du rez-de-chaussée. Vous êtes le roi du rez-de-chaussée. Super. Puis un jour, vous entendez du bruit au-dessus. Et vous mettez l'oreille contre le plafond et vous dites, mais il y a un truc au-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Soit je passe au-dessus, mais au-dessus, je connais rien. Soit je reste en bas et je reste le roi de l'étage. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand je vais sortir, je ne ramène rien avec. Si vous sortez de prison, vous ne ramenez pas votre matelas, les décorations et même pas les gens qui étaient dedans. Donc ça veut dire qu'à un moment, ce passage, eh bien, il est extrêmement engageant parce que déjà, il va falloir que j'ai le courage d'abandonner tout ce que j'avais avant. Et ça, c'est pas évident. Puis en plus, je vais avoir tous les gens qui sont dans la prison qui vont me dire « n'y va pas, c'est dangereux », les gardiens de prison. Il y a très peu de gens qui vont dire « vas-y, je t'encourage, vas-y, sors ». Et ça peut même être par attachement, je dis pas par amour, parce que l'amour, c'est respecter ce que l'autre veut faire. Mais attachement en disant « tu vas partir, on va plus te voir ». À ce moment-là, on va dire « non, on n'y va pas, c'est dangereux ». C'est les gens qui disent à un enfant « cours pas, tu vas tomber ». Donc forcément, il va tomber. Ou quand on dit à un enfant « c'était pas sage, tu vas aller te coucher ». Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il ait des troubles du sommeil, parce que ça devient une punition. Donc si on induit l'enfermement comme une règle, transgresser cette règle, c'est pas du tout évident. Ça demande soit un réel courage, soit une réelle folie, soit un concours de circonstances qui fait que vous êtes pris les pieds dans le tapis, vous tombez dehors, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Alors en ce qui vous concerne, je ne sais pas de quoi on peut parler. Il y a eu un parcours initiatique, mais qui a pris des années pour vous amener une vie. Est-ce qu'il y a eu sur cette route-là des anges gardiens, des maîtres qui vous ont guidé? Il y a toujours des choses, et c'est pas forcément ce qu'on croit. On dit qui dit maître dit sous-maître. Donc il y a aussi des gardiens de prison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous enseignent la description de la prison, mais pas comment en sortir. Et puis ceux qui vous disent tu sauras plus tard, alors qu'ils ne savent pas aujourd'hui. Donc il y a une espèce de mainmise littérale de celui qui transmet aussi. Si celui qui transmet sans avoir jamais connu la sortie ne peut transmettre que ce qui est dans la prison. Donc il va transmettre du savoir-faire, mais pas du savoir-défaire, mais pas du savoir-sortir. Donc on peut rencontrer des gens comme ça. La première fois que j'ai fait, entre guillemets, des expériences, je les ai amenés à des gens qui étaient réputés pour être des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et je me suis aperçu qu'ils connaissaient rien, enfin pas ce que je croyais. Ils connaissaient des choses, c'était leur vie, je n'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Et c'est là où je me suis reculé en me disant, j'ai besoin de personne, puisque de toute façon ils ne sont pas capables de m'expliquer. Ce qui est très vaniteux de ma part d'ailleurs. Il n'empêche que par collision, j'ai rencontré des gens que je n'attendais pas, que je ne cherchais pas et qui n'avaient pas besoin de moi. Et par imprégnation, par contact, par discussion, même par discussion avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils disaient. On dit un âne peut porter des reliques. J'ai eu ce phénomène de caméléon
c'est-à-dire de capter des choses et de les faire miennes. Après, quand j'ai trouvé un certain nombre de choses, c'est comme changer de pièce. Dans la pièce, j'ai rencontré des gens, mais des gens qui avaient fait le même chemin. Alors, je peux pas dire que j'ai eu besoin d'eux pour suivre le chemin, mais j'ai eu besoin d'eux pour trouver des semblables. On est seul quand on suit un certain chemin et qu'on ne partage plus les mêmes envies que les autres. Le symptôme, c'est je vais chez des amis, je suis super content, puis au bout de 5 minutes, j'ai envie de partir parce qu'on n'a rien à se dire. Parce que si la personne me parle de tiercé, me parle de match de foot, ce qui est très respectable, hein, mais on n'a pas les mêmes points d'intérêt. Le côté barré aussi, je peux rencontrer des gens qui sont très mystiques, c'est le même ennui, parce que c'est des gens qui ont choisi une prison. Ils ont choisi la prison de l'ésotérisme, qui est aussi enfermante que les autres. C'est-à-dire qu'ils sont sortis d'un système pour entrer dans un autre, ils sont collés des plumes, mais c'est le même système. On parlait d'anges tout à l'heure, il y a des gens qui tirent des cartes avec les anges en disant je le tire pour savoir si je dois aller aux toilettes entre 14h12 et 16h25. Donc moi, tout ce qui me prive de liberté est intolérable, dans quelque domaine que ce soit. Donc j'ai connu des gens qui essayaient de m'enfermer dans leur prison, mais de bonne foi, et on peut adhérer à ça. C'est-à-dire, on peut dire c'est confortable, on est entre nous, on est des amis, on est des initiés, on est tout seul, c'est pas les autres, mais on vient de se faire une prison dans la prison. J'ai rencontré des gens que j'ai rencontrés sur la porte de sortie, et des fois qui m'ont mis le nez dedans, sans que je le sache, parce que quand on trouve 2-3 trucs, on devient vaniteux. C'est-à-dire, moi j'ai trouvé des trucs, pas vous, vous regardez comme je suis, et par hasard, je rencontre quelqu'un, dans des circonstances, mais pas du tout ésotériques, en vacances et tout. Je rencontre quelqu'un, un hindou, qui n'est pas du tout ma culture. Évidemment, je trouve du public. Je raconte, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Alors lui, il me regarde, comme ça, très simplement, il me dit « Pourquoi tu fais ça ?» Alors j'ai frimé en disant que la question elle est rentrée, puis j'ai dit « Nanana ». Sauf que j'ai mis 2 ans à répondre à cette question. Aujourd'hui, je le comprends, mais aujourd'hui, ça fait 40 ans. Alors pour revenir un peu à quelque chose d'un peu concret, trouver des trucs pour des gens qui, comme moi, connaissaient rien au domaine de l'alchimie, ça veut dire quoi ? Vitrifier le métal, par exemple ? Alors, c'est quoi des trucs, par exemple ? Non, il se passe quelque chose. Il y a 2 choses. Il y a tous les sous-produits de l'alchimie. C'est-à-dire l'alchimie, c'est des processus, des secrets de fabrication, des transmissions à travers les âges et les cultures. C'est-à-dire que l'avantage, et c'est pour ça que j'ai aimé aussi cette voie, c'est parce que ça s'affranchit de toute culture, de tout pays, de toute religion, de tout sexe, on s'en fout. On a toujours échangé. Même quand les pays étaient en guerre, même quand c'était des guerres de religion, ça n'a rien changé. Ça veut dire entre alchimistes ? Les alchimistes, ou les gens qui faisaient de l'alchimie. Parce qu'il y a quand même une différence entre ceux qui parlent d'alchimie, ceux qui font de l'alchimie, puis les alchimistes, c'est pas les mêmes. C'est comme les artistes, Il y a les critiques. Voilà, il y a plein d'historiens de l'art qui n'ont jamais touché un pinceau de leur vie. Bon, c'est pas une critique, quoique je préfère qu'un artiste qui critique les autres sache de quoi il parle, en ayant mis les mains dedans. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc ces sous-produits qui peuvent sembler extraordinaires, par exemple les vitraux qui sont faits 100% métal. Et ça c'est un secret qui est donné par des alchimistes chinois, des alchimistes médiévaux. Donc imaginez... Pourquoi ? Parce que le Qin Shi Huangdi, le premier empereur, lui se dit « Moi, je suis un empereur, et en tant que tel, je veux une couleur que les autres n'ont pas. Parce que moi, il faut qu'on me reconnaisse. » Et il choisit le violet. Parce que le violet n'existe pas dans la nature. Il existe, il y a des fleurs, mais la teinture violette native, ça n'existe pas. Même les Romains, quand ils font du pourpre, ils mélangent du rouge et du bleu. Donc lui, il me dit « Trouvez-moi », il me dit c'est tout lapsus, il dit à 16 alchimistes « Trouvez-moi ça ». Et il cherche, et il cherche, et il cherche, et il cherche, et il cherche. Et il trouve un métal. Et ce métal, c'est un métal. Mais ils s'aperçoivent que quand il y a ces mines de métal et qu'il pleut dessus, ça fait une couleur. Soit un bleu, soit un violet, incroyable. Ils disent, c'est ça. Mais ils disent, comment on fait ? Parce que quand on prend le métal, il n'a pas cette couleur. Bon, il se trouve que c'est du barium, que c'est un métal alcalin, donc en contact avec l'eau, ça pète. Et ils réussissent à extraire ce métal, mais ça reste du métal. Ils le vitrifient, c'est-à-dire ils le transforment en verre.
Et en le vitrifiant, ça devient d'un violet incroyable. Il suffit de le broyer, on a la couleur. Et ça devient... Chinchu Manji ne va pas l'utiliser longtemps, parce qu'il va faire des erreurs justement avec ses alchimistes. Lui, il veut être immortel en plus. Et donc pour être immortel, il demande à ses alchimistes de lui trouver une pilule d'immortalité. Et eux, ils confondent Mercure et Mercure. C'est-à-dire Mercure, l'esprit, à Mercure, le métal. Donc il fait des pilules en Mercure. Donc il finit avec une intoxication au Mercure, il meurt de ça. Donc lui, il n'aura pas cette couleur, mais c'est les Han. Et les Han derrière, ça sera le bleu et le violet Han, qui est cette couleur extrêmement particulière. Eh bien, c'est ce qui va donner le bleu et le violet qu'on va voir à Chartres. C'est un secret d'alchimiste qui a traversé le monde. Alors voilà. Alors, est-ce que c'est de l'alchimie ? Après, la question se pose. Est-ce que c'est pas de la chimie ? Non, parce que l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Et c'est là que ça change tout. C'est là, justement, la différence entre le technicien et l'artiste. Vous prenez 2 cuisiniers qui ont les mêmes produits, le même enseignement, les mêmes instruments, le même temps, ils vont pas faire le même plat. Il y en a un, ça va être un génie, il va faire. On va lui dire, mais comment tu fais ? Il va pas expliquer, il va faire un truc impalpable. C'est ça l'alchimie. C'est ce truc impalpable. Alors il y a plein d'alchimistes qui ont trouvé des produits par conséquent. C'est-à-dire qu'ils prennent une matière. C'est quoi le but ? C'est de sortir de la prison. Donc on prend une matière première, mais si c'est la matière première, c'est que derrière, c'est pas de la matière, puisque c'est la première matière. Donc si je suis capable de purifier cette matière et de passer à travers, je vais trouver ce qu'il y a derrière le premier. Donc pour l'alchimiste, la lumière. Donc c'est la purification. Donc je dis pour purifier une matière, comment je vais faire ? Si je la mets dans l'eau par exemple, ça se décompose. Si je le chauffe, ça se décompose. Ça va donner les 2 voies, la voie sèche et la voie humide. Donc, voie chaude, formidable. Je prends un métal, je le mets dans un creuset, je le chauffe. Ouais, mais si je le chauffe à très haute température, le creuset il va fondre. Donc comment je vais faire ? Et les alchimistes chinois se trouvent confrontés à ça. Tous les contenants fondent. Donc ils essayent n'importe quoi. Ils prennent des pierres, ils prennent de la terre, ils prennent des mal. Et un jour, au lieu de fondre, ça se vitrifie. Ils viennent d'inventer la porcelaine. Ils sont tombés sur du kaolin, mais ils n'avaient pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. Donc, ils ont inventé la porcelaine, mais en sachant que ce n'était pas leur but. Leur but, c'était de purifier la matière. Et on voit que les alchimistes ont créé des conséquences, mais qui ne sont pas liées du tout à leur quête. Et ce que j'ai bien aimé aussi, on peut en parler aujourd'hui, le jour de la femme, ce qui est d'ailleurs abruti complètement, il ne devrait pas y avoir un jour pour les femmes. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème, mais bon, c'est une autre histoire. Tout le monde s'intéresse à l'alchimie. Dans des périodes où c'est des sociétés patriarcales, qu'il y ait des femmes qui aient autant de vertus que les hommes, c'est pas gagné. Avant l'an 1000, oui, c'était jouable, mais après, c'est fini. En plus, la femme a plus d'âme. Donc, bien antérieur, 2e siècle, on a une femme qui travaille sur des plantes, parce que l'alchimie travaille aussi, minéral, végétal ou animal, donc elle travaille sur des plantes, elle en extrait les principes. Pour extraire les principes, elle se dit, c'est pas compliqué, je vais chauffer, puisque ça se brûle, mais ça se brûle, comment je vais faire pour séparer les principes ? J'y arrive pas. Donc elle a une idée, elle dit, je mets dans l'eau, et je chauffe. Elle met dans l'eau, mais là, les principes se dissolvent dans l'eau, et je peux pas les avoir non plus. Alors elle a une idée géniale, elle dit, l'eau, je vais la mettre dehors. Elle s'appelait Marie la Juive, et elle vient d'inventer le bain-marie. Donc, il y a des vraies découvertes qui ont été faites, mais pas pour la motivation de la découverte. D'accord. Mais pour la quête de la purification. Mais ça sert aujourd'hui, quand on est sur un parcours initiatique, à montrer qu'on valide certaines étapes. C'est ça, quand même ? Ouais, peut-être, moi, je suis même pas sûr. C'est-à-dire, ça revient à la même chose entre l'intuition et l'inspiration. C'est-à-dire que l'intuition vient de dedans, l'inspiration vient de dehors, et le but du jeu, c'est de rassembler les deux. Dans un premier temps, on imagine ce qu'est le chemin initiatique, mais on n'en a pas la moindre idée. Est-ce qu'il existe ? Est-ce que c'est pas une imposture même ? S'il y a un trou dans le mur, dès l'instant qu'il y a un trou dans le mur, il y a une lumière qui éclaire le sol. Mais sur le sol, je peux choisir les cailloux, moi, qui sont sur le sol. Je peux dire, tu prends celui-là, tu prends le second. Et comment je vais amener quelqu'un sur le chemin ? Je vais raconter une histoire sur chaque caillou. Mais j'aurais pu prendre d'autres cailloux, puis raconter une autre histoire. Le but du jeu, c'est que les gens aillent à la porte. Et le chemin initiatique, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il existe. On peut l'inventer de toutes pièces, et c'est même pas une imposture, parce que c'est le but d'amener des gens... Quand on marche avec un enfant, puis qu'il n'en peut plus, on dit on est presque arrivé, on sait très bien que c'est pas vrai. Là, à l'arbre, là, on est arrivé. Ah, il va jusqu'à l'arbre, il est content. Moi, si je vous dis on va faire un chemin initiatique, ça va durer 10 ans, on ne sait pas où on va, et on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne vient. Mais si je vous dis, dans 2 jours, on va arriver sur l'arbre sacré. Puis je vous dis après, quand on est à l'arbre sacré, maintenant on va trouver l'abbaye merveilleuse. Puis après, là, tout le monde vient. Donc l'idée... c'est un chemin initiatique, c'est pas aller chercher les gens où on aimerait qu'ils soient, mais c'est aller les chercher où ils sont et les conduire ensuite sur ce chemin. Et un chemin initiatique, tout ce que je dis n'engage que moi, c'est pas transmettre son chemin, mais c'est permettre à chacun de trouver le sien.
Donc, on éveille, on dit juste, bah ouais, il y a une porte, et je peux le prouver parce que moi j'ai fait le chemin, et j'ai bien vu cette porte. Ça veut pas dire que c'est le seul chemin et que c'est la seule porte, mais je suis sûr qu'il y en a une. Je suis sûr qu'il y a une sortie. Et moi, je peux vous parler de cette sortie, et je peux vous expliquer qu'est-ce que j'ai suivi moi comme chemin. Mais ça veut pas dire que c'est le vôtre. Et il y a des gens qui peuvent se dire, ok, c'est génial, je suis le tien. Puis d'autres qui peuvent dire, mais attends, t'as vu tous les détours que t'as fait, il y avait un chemin plus droit. Il n'y a pas de règle. Justement. Et ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui d'une certaine manière. Vous témoignez et vous éveillez. Absolument, c'est ce que je fais le plus possible. C'est-à-dire, je raconte mon histoire. Mais c'est pas du prosélytisme. C'est pas une secte, c'est pas le gourou. D'ailleurs, le gourou brille quand le maître éclaire. Ça n'a rien à voir. Et transmettre, c'est transmission, ça veut dire mission à travers. C'est-à-dire qu'on n'y est pour rien. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'être le plus transparent possible. Parce que si on dit c'est moi qui l'ai fait, hop, c'est mon ego qui revient, ça se referme, je transmets plus cette fois. J'explique. Ça, moi, ça m'intéresse plus aujourd'hui de faire ça. Donc je me suis dit, j'ai acquis un chemin, j'ai acquis une culture sur ce chemin. J'ai eu la chance de voyager dans le monde entier, de rencontrer des gens incroyables et d'en tirer des conclusions, d'en tirer, au début, dans ce qui est intérieur, des méthodes. C'est-à-dire, comment on va faire pour aller jusqu'à l'inspiration ? Parce que l'inspiration, rien ni personne ne peut vous la donner. Vous pouvez juste vous mettre dans un état où éventuellement ça vient. Mais on n'en sait rien. Un état, par exemple, méditatif ou quelque chose Pas forcément, c'est un état où vous n'êtes pas dans le faire. D'accord. J'ai inventé d'ailleurs une méthode d'aide à la décision qui s'appelle 7 fusions, qui passe de comment passer de la confusion à la profusion. Et on voit très bien avec ça comment ça marche. Première étape, c'est la confusion. C'est-à-dire, vous êtes perdu, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Quand vous êtes perdu, vous êtes obligé de vous faire une perfusion. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire ? J'appelle ma mère, je prie, je décide de faire du vélo. Troisième étape, je le fais. J'achète le dernier vélo, je m'habille fluo, je fais 150 km par jour. Et je tourne dans ces boucles-là tant qu'on m'en sort pas. On voit des gens où ils font un pavillon toute leur vie, où ils font du vélo, et ils disent si je le fais pas, je vais mourir. Parce qu'ils reviennent en confusion. Et là, on est enfermé. On est dans le faire. Donc quand je suis dans le faire, pas d'intuition, pas d'inspiration, pas d'idées nouvelles. Je tourne en boucle. Donc l'idée, c'est la 4e étape la plus importante, la diffusion. Et la diffusion, c'est je fais du vélo avec la personne et à un moment je lui dis regarde comme c'est beau. Et là, il sort le nez du guidon, il regarde. Maintenant, il n'est plus dans le faire. Donc comme il n'est plus dans le faire, il va pouvoir ressentir des choses. C'est l'infusion. Il va me dire ah, puis en plus ça sent bon. Ça peut faire 10 000 fois qu'il passe au même endroit, il ne s'est jamais rendu compte que ça sentait bon. Donc, pour laisser venir cette intuition, cette contemplation, c'est-à-dire l'ouverture du temple, à un moment, il faut rien faire. Il faut accepter de sortir du faire. Et c'est là où l'inspiration arrive. Mais je me mets dans un état, tant que je suis dans le faire, je ne peux pas avoir d'inspiration, je suis obligé de m'arrêter. Et quand je m'arrête, peut-être il peut rentrer quelque chose, ou pas. Et si ça rentre, là, maintenant, je vais plus être dans le faire, je vais être dans la transmission. Puisque j'ai reçu quelque chose. On ne peut donner que si on a transmis. Et là, je serai dans la diffusion. Et donc, quand je suis dans la diffusion, c'est l'enseignement. On le donne enseignant, on donne son sang à l'autre. Mais si je donne tout le temps sans jamais recevoir, je retombe en confusion. Et je me retape la boucle. Ah là là, j'ai donné des trucs, mais les gens ne m'écoutent plus. Est-ce que je donne assez ? C'est affreux, c'est horrible. Qu'est-ce que je peux faire ? Hop, je retombe dans le faire. Et je réinvente des méthodes. Mais je ne suis pas en diffusion. Je me dis comment on va faire que les gens continuent à s'intéresser à moi, par contre. Mais si j'arrive d'être en diffusion, à nouveau, j'en ai rien à faire qui s'intéresse à moi. C'est pas d'importance. Un robinet, quand il coule, je veux dire, on est libre de prendre l'eau ou pas, mais il coule. Et même si la personne ne veut pas, j'aime bien cette parabole qui dit aussi, c'est pas parce qu'il y a une personne qui se met à l'ombre que le soleil brille moins. Donc l'information, elle est toujours là. Donc cette idée, c'est de dire, il n'y a pas de chemin. D'ailleurs, il se révèle à chaque pas. C'est pour ça qu'on dit on l'emprunte. C'est-à-dire que c'est vos empreintes qui font le chemin. Et c'est-à-dire qu'un maître, la plus grande force d'un maître, c'est de montrer qu'il n'existe pas. C'est d'être le plus transparent possible. Oui, il faut guider. Oui, il faut des fois être dur même. D'ailleurs, dans disciple, il y a discipline. C'est-à-dire quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui est toujours un rêveur, quelqu'un de formidable. Mais si c'est jamais concret au sens littéral, concret, et que ça ne vient pas dans le monde, il n'y a pas de transmission non plus. Donc, on dit toujours laboratoire, moitié labor et moitié oratoire, moitié dans l'esprit, moitié dans la matière. Et cette idée, c'est que le maître veut mettre en place, par ses voyages, par son vécu, un certain nombre de choses, et il les propose. Et on n'empêche personne de suivre ce chemin, et on n'empêche personne de le quitter.
Et on n'empêche personne de dépasser le maître. Léonard de Vinci disait « médiocre est l'élève qui ne dépasse pas le maître ». C'est vraiment donner une impulsion, c'est vraiment pousser quelqu'un en vélo, même si lui, il ira en vélo beaucoup plus loin que nous, on n'ira jamais. Ça n'a pas d'importance. On a vraiment cette notion, ça doit être de la bonté, de l'altruisme, de la bienfaisance, mais de la discipline. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un disciple qui vous a particulièrement marqué ? Vous avez eu des rencontres Un disciple à moi ou un disciple en général ? À vous. Alors c'est une bonne question, déjà je ne peux pas répondre à ça, parce que le disciple, c'est comme avoir un enfant. On s'en occupe. Et on s'en occupe tout le temps. Donc on n'a pas 12 000 enfants. Vous en avez d'abord, vous, des disciples ? C'est une bonne question. Il y a des gens qui suivent le chemin. C'est difficile de répondre à ça. J'ai compris, en fait. Quand vous dites c'est une bonne question, ça veut dire que vous n'avez pas envie de répondre à cette question. Oui, vous savez, c'est comme les journalistes, quand ils font ça, ça leur donne le temps de réfléchir. Mais j'ai déjà réfléchi longuement à ça, parce que se pose le problème de la transmission, en tout cas pour l'homme. C'est-à-dire en disant, moi j'ai acquis plein de trucs, c'est dommage que ça disparaisse. Mais aujourd'hui, c'est pas dommage finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que peut-être que ça fermera une porte dans le mur, mais ça n'empêchera pas à n'importe qui d'en ouvrir une autre. Donc, votre porte, elle appartient qu'à vous d'une certaine manière ? Non, pas la du porte tout. Que vous avez ouverte ? Pas du tout, surtout pas. C'est-à-dire que j'ai tapé dans le mur, il y a un bout qui est tombé, cette porte maintenant elle est ouverte à tout le monde. Ouais. Et heureusement. Mais on peut dire que si vous voulez ne pas la trouver par hasard, bah vous allez suivre le chemin. Mais peut-être que vous la trouverez par un autre chemin. Mais en tout cas, vous n'avez pas encore trouvé le disciple à qui vous alliez. Mais j'en sais rien, je ne peux pas répondre non plus à ça. Peut-être que si, mais j'en sais rien. Ouais. Quand on sème quelque chose, est-ce qu'on sait où ça va pousser ? Non. J'ai une expérience. Je comprends. J'ai transmis vraiment à des gens qui je croyais, mais on peut croire d'un point de vue humain, parce que les gens sont sympathiques, parce qu'ils ont une bonne tête, parce qu'ils ont l'air que, et c'est pas eux. Parce que d'un point de vue humain, on peut avoir une relation particulière. Je l'ai fait pendant des années avec quelqu'un. Ça n'a pas marché, pour des tas de raisons, mais ça rebondit sur quelqu'un qui était à côté, et ça a marché. C'est-à-dire que ça n'est pas allé où moi je voulais, mais c'est allé où la voix voulait. C'est pas moi qui ai décidé. Et quand c'est arrivé, je n'ai plus que constaté que quelqu'un qui était complètement dans l'ombre, où on n'avait absolument pas ces relations de maître à disciple, et qui a compris 10 000 fois de plus que ce que j'ai fait à l'autre. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'en sais rien, ça m'appartient plus. Je comprends. On voit bien, je sais pas, moi, on a 10 élèves qui font un truc, il y en a un qui va bien faire, il y en a un qui s'en fout, et puis ça va toucher quelqu'un qui fait « Waouh !» Vraiment, c'est ça. Je pense que cette faculté d'émerveillement, on le voit dans les textes, et c'est drôle parce que quand on voit l'ordre de la création, c'est bien de la création, l'éternel, Dieu, celui que vous voulez, de n'importe quel principe, qu'il existe ou pas, ça n'a pas d'importance. À chaque fois qu'il fait un truc, on dit « et il dit que c'était bien ». Genre, c'est de l'auto-satisfaction, quoi. C'est un dieu vaniteux, il fait un truc, puis il fait « ouais, c'est cool ce que j'ai fait ». C'est pas du tout ce qui est marqué. Il est marqué « kitov » en hébreu. Et « kitov », ça veut juste dire « waouh ». Ben voilà. Je pense que chaque acte de création et de transmission doit être émaillé de « waouh ». Si on a un disciple, si on a un élève, et le disciple, on l'emmerde, hein. C'est-à-dire, faut pas croire que c'est cool, hein. Pour faire passer la lumière, il faut retirer les pots. Le pèlerin, c'est celui qui se pèle, hein. Donc, lui, il arrive, il veut être le maître du monde. Ça fait 2 heures qu'il fait ça, et il va vous expliquer comment faut faire. On a tous vu ça. Mais ce qui est complètement humain. Il dit, non, mais moi, je fais pas comme ça. Mais tu sais rien, tais-toi, quoi. Donc, le maître, il a cette vertu, et c'en est une, de dire, bah, tu vas faire ce que je te dis de faire, et des fois, je vais te donner des opérations chiantes au possible, mais c'est même pas pour l'opération, c'est parce que ce que tu dois comprendre, c'est pas dans l'opération. Le jour où tu diras, il me donne ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance, moi, c'est le maître, il me transmet quelque chose, et s'il me dit, gratte-toi le nez, je me gratte le nez, il faut que le maître soit bon, et qu'il soit pas dans le pouvoir, évidemment, sinon ça marche pas. Là, la voix devient foi. C'est-à-dire, la foi, c'est de la voix avec du feu, quoi. On allume. Et à la seconde où on allume, bah ça y est, le disciple, ça sera le successeur, on lui a transmis le flambeau. Et il fera la même chose, d'ailleurs, à ses propres élèves. On se surprend, nous, quand on a des élèves, faire la même chose que ce que nos maîtres nous ont fait, en disant, bah, il m'emmerde, comment il a pu faire ça ? On fait la même chose. Parce qu'on est confronté, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, on a cette notion d'amour du disciple réel, et de respect et peut-être d'amour du disciple vis-à-vis du maître. L'engagement aussi. Aujourd'hui, c'est le problème majeur. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui suivent des voies ? Pourquoi des artisans ne trouvent pas de successeurs ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'engagement.
On est la génération Ikea, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fini avant d'être commencé. Parce qu'on n'est que dans la matière, on n'est pas dans l'esprit. Il fut un temps, le type faisait de l'alchimie, va chercher ta matière première à pied. Bon, Saint-Jacques-de-Compostelle, à pied. Et puis c'est pas comme aujourd'hui, on va pas à l'hôtel, on dépend, il y a les bandits de grand chemin, il y a les maladies, il y a les ours, il y a les loups, il y a les... Bon, il arrive à l'autre bout, déjà pour y aller, il va mettre 1 an, puis après il prend sa matière, faut qu'il y en ait, faut qu'il la reconnaisse, puis une fois qu'il l'a reconnue, faut qu'il la prenne, il prend un sac, puis il se le met sur le dos, puis il remonte. Puis là, il arrive à différents lieux, Notre-Dame par exemple, il y a le mode d'emploi, c'est marqué, alors il faut ça, il faut ça, il faut ça, ah tiens, il faut ça, il faut ça, ah tiens, il me faut un ballon en verre, il est où? Va en Italie le chercher, avec tes pieds, donc il repart. Donc ça veut dire qu'avant de commencer même sa première expérimentation, il va mettre 15 ans. Nous, on s'intéresse à ça, une fois à la chimie, tout de suite, j'ai tout le matériel, je mets mon machin, Internet, j'appelle machin, j'ai tous les trucs, mais il n'y a aucun esprit. Parce que pendant le voyage, il s'est passé des choses. Et c'est pour ça que globalement, il y a autant d'adeptes aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, mais pour des raisons différentes. Au Moyen-Âge, les gens étaient extrêmement motivés, mais c'était extrêmement compliqué de réunir les ingrédients. Aujourd'hui, c'est extrêmement simple de recueillir les ingrédients, mais on n'est pas motivé. Donc, le croisement des deux donne la même résultante. Et la transmission qu'on a dans l'artisanat, et surtout dans l'art, c'est comment faire allumer un élève en lui disant c'est pas seulement une technique qu'on t'apprend, mais derrière, il y a autre chose. Sans que ce soit religieux, sans qu'on arrive dans des délires, mais en disant la matière, elle est animée. Il y a quelque chose d'autre. Et tant que tu n'es pas capable de contacter la matière et d'avoir un dialogue avec, et d'avoir une espèce un amour, d'ailleurs on dit l'amour du travail bien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'embrasse la matière? Non. Amour, c'est celui qui laisse passer la lumière à travers son âme. D'ailleurs on dit avoir de l'or dans les mains. Est-ce que je fais de l'argent avec? Non. Ça veut dire que directement je matérialise la lumière. Un bon sculpteur, c'est pas un type qui a une commande, c'est un type qui dégage la forme qui est dans la pierre. Donc la matière va déjà parler, elle va dire, attends, soit t'es une brute épaisse et je vais être la moitié de moi-même parce que le bout que t'as pris, toi tu voulais faire autre chose, mais il manque de pattes. Et puis l'autre va dire, bah, vas-y, laisse-toi porter. Et là, je sors un truc qui est vraiment de l'art. Parce que l'art, c'est une fenêtre ouverte vers l'extérieur. Donc c'est la beauté. Et la beauté nous rend immobiles, silencieux et alignés. Donc quand je vais voir une œuvre d'art faite de cette manière-là, et l'artiste va le faire par inspiration, c'est-à-dire qu'il va se laisser porter par quelque chose. Ses mains courent plus vite que sa tête. Il faut qu'il ait la capacité de le faire. Donc tout l'apprentissage du geste, mais même l'apprentissage du geste technique et l'apprentissage du geste compris, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le type, pendant 5 ans, on lui apprend à faire un coup de lime, donc il va le faire, puis un jour, le geste rentre. Et un jour, c'est pas comme un autre, il sait pas pourquoi, mais plus jamais il fera le même coup de lime qu'il a fait avant. Et comment il va faire pour transmettre ça au suivant ? Lui, il va lui transmettre 50 000 fois le même coup de lime, mais il peut pas lui transmettre le « je rentre dedans ». Mais par contre, il peut lui parler, il peut lui donner l'esprit, il peut le mettre dans un état de réception où l'autre va être touché par ça, clac, le geste, il rentre, et c'est fini. Et c'est ça. Et pourquoi on dit à un artisan, pourquoi il met 10 ans ? Je veux dire, pour apprendre la technique, il ne faut pas 10 ans, mais pour intégrer la technique, pour en faire un avec la technique, pour être un prolongement de soi-même, et pour avoir cette réelle transmission, c'est-à-dire il y a un vrai truc qui passe à travers nous, c'est le travail d'une vie. Et surtout, on ne sait pas quand ça va venir. Alors par contre, l'avantage, c'est plus ça vient, plus ça vient. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, ça ne s'arrête plus. Et le problème de la transmission va se poser. Parce que les gestes techniques, le savoir-faire, je vais pouvoir le transmettre. Mais la magie qui est derrière, je fais comment ? Et d'ailleurs, on dit à un artisan, il va faire un truc super, on va dire, mais comment tu fais ? Il va faire, comme ça. Mais non, mais c'est quoi ? Vas-y, fais-moi voir. Il va me faire voir le geste, il va me faire un truc, ça ne va pas du tout faire pareil. Moi, j'ai eu cette expérience avec Van Gogh. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, c'est du barbouillage, hein, c'est super facile. Hein. Donc je me suis dit, je vais faire comme Van Gogh. Et donc j'ai commencé. Moi, c'était du barbouillage. Pour lui. Mais pourquoi ? C'est un impressionniste. Il met des impressions dedans. C'est-à-dire que ses peintures ne sont que la matérialisation de son esprit. Moi, j'avais rien à matérialiser. Donc moi, c'était que de la peinture. Donc c'était plat, donc c'était moche, ça collait pas, ça bougeait pas. Là, je vais dire, on regarde un coucher de soleil, qui ressemble pas du tout à un coucher de soleil, mais qui ressemble à l'impression qu'un coucher de soleil nous fait. Merveilleux. Comment transmettre ça ? Je peux te dire, tu prends telle toile, je peux dire, tu prends telle peinture, je peux donner des cours et faire d'eux, et tu vas faire à la façon d'eux, mais ça sera pas... Pourquoi il y a des virtuoses ? Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont très bons. C'est quoi la différence ? Je discutais avec un ami qui est un des meilleurs joueurs de jazz du monde. Il y a des moments...
ils sont plus là, quoi. C'est pas lui qui joue. Surtout ceux qui font de l'impro. Ils partent sur un truc, puis tout d'un coup, et on le voit physiquement, il touche plus le sol. Il y a une espèce d'aura, il y a une espèce de bulle, et on est pris dedans. Et on peut pas l'expliquer. On est en train, par exemple, de faire une visite, ça m'arrive de faire visiter des lieux, on visite une cathédrale, on décrit le portail de Notre-Dame. Tout le monde comprend. C'est-à-dire, les gens me disent à la limite, mais pourquoi tu nous dis ça? C'est évident, ça va de soi. Ils reviennent le lendemain tout seuls, ils comprennent plus rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette transmission rend les gens intelligibles. C'est-à-dire qu'ils comprennent. Et je pense que la vraie transmission d'un artiste à un apprenti, c'est pour ça qu'on a ce phénomène d'osmose, où les apprentis doivent être près de nous. Parce qu'il y a une espèce de... On est imbibé. Il y a un truc qui ne s'explique pas, et qui fait que progressivement, en dehors du mimétisme, il y a un truc qui passe. Et ça ne passe pas tout de suite. Ça peut prendre des années à passer. D'ailleurs, on dit on se passe le secret. Ce secret, il est physique, il est tangible. C'est pas une idée. C'est pas je te donne un secret de fabrication. Ça peut être ça. Je te donne un secret de fabrication que les autres n'ont pas, faut pas le dire et tout. Ça peut être ça, ça a été ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui est du domaine de l'impalpable et de l'intransmissible sans osmose. Alors, je vais vous faire descendre un petit peu dans la matière. Je ne l'ai jamais quitté. Non, c'est vrai. Mais est-ce que justement, il y a une matière à vous qui vous parle plus particulièrement? Parce que vous êtes un généraliste, mais est-ce qu'il y a une matière avec laquelle vous dialoguez plus facilement? Moi, je suis un ferrailleur. C'est-à-dire que moi, les métaux, ouais, en général, me parlent, bien sûr. Il y a des gens, c'est les plantes, il y a des gens, c'est le bois, il y a des gens... Mais j'aime les textures, j'aime les matières en général, mais le métal... Pourquoi? Parce que sans doute, le métal, c'est celui qui est le plus proche, pour moi, de la création. C'est-à-dire, quand une planète se crée, quand un lieu se crée, les premières matérialisations, c'est le minéral. Puis après, c'est le végétal, puis après, c'est l'animal. Donc, c'est le plus proche de la création. Les monocristaux, il n'y a pas les choses composées, les choses qui sont des simples. D'ailleurs, même quand on utilise des plantes, je pense à Paracel, on utilisait des simples. Donc, pour moi, c'est une vraie porte ouverte. Pas pour ce que je vais faire avec le métal, mais sa structure même. Son goût, son odeur, sa couleur, sa texture, l'histoire que ça raconte. Oxyder un métal, oxygène, c'est-à-dire celui qui fabrique la mort quand même. Hein. Donc on s'est adapté à un monde bizarre, hein, puisqu'on respire un gaz qui tue. D'ailleurs c'est vrai, oxyder c'est faire des trous dans tout. Donc si je prends un métal et que je l'oxyde, je fais des trous dedans. Il change de nature, mais il change de couleur aussi. Et donc ça veut dire qu'il va prendre une couleur et que cette couleur va avoir un vrai sens. Le fer par exemple, ça va devenir rouge. Et le rouge, c'est une couleur qui nous énerve, qui nous excite, c'est la couleur de la guerre. C'est le fer, ça tombe bien. L'argent, c'est une couleur lunaire. Donc, c'est le monde de la nuit. Donc, c'est le passage d'un monde à l'autre. Et quand ça s'oxyde, ça devient violet. Et le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Alors, est-ce que tout ça, c'est un hasard? J'arrive pas à y croire. Donc, il y a à la fois des messages dans la matière elle-même, sa densité, sa couleur, sa ductilité, sa température de fusion, la manière dont ça s'évapore spontanément, la réaction même à la chaleur, au froid, à l'eau, aux acides. Déjà, c'est un monde. Et puis, il y a tout un monde métaphysique, spirituel. Quand je dis spirituel, ne nous méprenons pas, je ne parle pas de religion. Hein. C'est une réalité cachée derrière, mais une réalité, quelque chose de vrai. Pas une vue de l'esprit, une vraie réalité. Pour moi, les métaux m'ouvrent un autre monde. Les bijoux qu'on porte, pourquoi les gens portent des bijoux, pourquoi ils les mettent à certains doigts, pourquoi on les supporte ou pas. Il y a des moments, la matière vous déteste. Vous avez des bijoux qui s'échappent, qui tombent en permanence, des pierres qui se cassent. Donc il y a une espèce de dialogue, une espèce de vivant. Et pour moi, tout est vivant, les métaux aussi. Donc ça change rien, je suis pas le seul à le dire. Je veux dire, quand les gens font des bols chantants et qu'ils utilisent les bons métaux faits dans des bonnes conditions, la vibration crée la forme. Donc pourquoi la forme créerait pas la vibration ? Puisqu'au début était le verbe, la vibration, on le sait, je vais dire, je prends du sable, je le mets sur une enceinte acoustique, je mets un son, le sable prend une forme, je change de son, le sable prend une autre forme, donc la forme n'est pas dans le sable, mais dans le son. Donc le plus important, c'est la musique, c'est la vibration, plus que la matière. Donc on le voit bien, même dans une matière, regardez par exemple un forgeron, il chauffe son épée au rouge, et il tape pas sur l'épée, d'abord il tape sur l'enclume. Et il va mettre un rythme, et si c'était le rythme qui faisait l'épée et pas le fait de taper dessus. Parce que quand je vais mettre un rythme, il y a une onde, et si cette onde court dans la matière, l'onde va ordonner la matière, et bien sûr que mon épée va être enchantée, puisque je l'ai fait avec du chant. Et d'ailleurs, le côté inverse est vrai. Quand on veut voir, par exemple, sur un bogie de train, pour savoir si l'essieu n'est pas cassé, qu'est-ce qu'on fait? On met un coup de marteau dessus, on le sonne. Et si c'est continu, ça fait ding. S'il y a une faille dedans, ça fait ploc. Donc la nature de l'alignement de la matière va dépendre du son qu'il émet.
Donc c'est incroyable. Donc dans l'autre sens aussi, on peut dire que si je prends une matière et que je mets le son qui va bien, ça devrait organiser le son. D'ailleurs, si vous chantez Caruso quand il chantait sur un verre et que le verre explose, mais pourquoi le verre explose? Pourquoi la vibration fait exploser le verre? Parce qu'en réalité, la vibration impose une forme qui n'est pas la forme du verre. Donc en gros, le verre veut suivre la forme, mais il peut pas. Donc il est obligé de casser. Et si je continuais à le bombarder avec la même forme, il deviendrait de la poudre qui suivrait la forme. Donc il essaye juste de changer de chanson, de changer de musique. Donc la vibration préside à la forme. Alors ça, on le met parfaitement en évidence avec les métaux qui sonnent pas pareil. Je prends du plomb et je prends de l'or, et plus ils montent dans l'évolution, plus ils vont faire de la musique et plus ils vont avoir de la couleur. Au début, les 3 premiers métaux pour l'alchimie, ils sont gris. Après, on a le mercure au milieu, qui est bizarre, liquide à température ambiante. Il y en a un autre, c'est le gallium, mais beaucoup plus compliqué à travailler. Puis au-dessus, les 3 autres métaux ont de la couleur. Le cuivre, l'argent et l'or. Et puis ils sonnent. Et puis ils conduisent l'énergie, ils conduisent l'électricité, donc ils conduisent l'information. Donc on voit que c'est une évolution d'un métal comme le plomb, qui est lourd, qui est épais, et qui va s'alléger, qui va devenir de plus en plus dur, de plus en plus sonnant, de plus en plus conducteur et de plus en plus coloré. Ça raconte une vie. Alors, il y a quand même un vieil atavisme, c'est que j'ai été élevé là-dedans. C'est que mon père était marchand de métaux. Mais voilà, d'habitude, on se dit ça au début. Je fais pas de psychanalyse de comptoir. Mais moi, oui. Ouais. Non, mais je pense que ça a toujours été une affinité. Mais c'est sûr, quand on est enfant et qu'on joue dans des monceaux... Moi, j'ai pas joué aux petits soldats de plomb, j'ai joué dans des montagnes de soldats de plomb. Et puis c'était, imaginez, les gens qui ramènent de la ferraille de partout, ramasser des usines. Moi, j'étais le capitaine Nemo dans le Nautilus, avec des cadrans, des machins, des trucs. Et vous bricoliez petit? Vous transformiez la matière déjà? Ouais, je cassais surtout beaucoup. Le bricolage, ça veut dire ce que ça veut dire. D'abord, on parle de corps rompu. Aujourd'hui, ça a une mauvaise acception, mais le corps rompu, c'est casser les choses. C'est-à-dire, quand on veut purifier un corps, il faut séparer le subtil de l'épais. Donc, c'est la décomposition. Puis après, on sépare le subtil de l'épais, puis on rassemble ce qui est pur. Donc, j'ai voulu voir de quoi étaient faites les choses, mais quand on ne sait pas comment les remonter, mais je les remontais toujours, ça ne ressemblait pas forcément à ce qui était à l'origine. Mais voir ce qu'il y avait dedans, oui, sans aucun doute. Après, le bricolage ne m'a pas pris, j'ai jamais aimé ça, je l'ai fait par nécessité, ça ne veut pas dire que je le fais mal, mais ça ne veut pas dire que ça me fait plaisir. Le bricolage, c'est déjà presque trop complexe pour moi. La matière, oui. Changer la nature de la matière, changer sa couleur, changer... parce qu'on peut faire des trucs juste hallucinants, quoi. On peut faire de l'or de plein de couleurs, on peut faire des... Parle des secrets alchimiques. Alors, faut s'entendre sur les secrets. L'alchimie, je devrais plus en parler, parce que c'est tellement vaste. La séparation des genres a eu lieu il y a 200 ans, pas plus, On est devenu intelligent depuis 200 ans. Avant, la magie était dans tous les jours. Avant, on faisait des rituels tous les jours, on ne savait pas pourquoi. Les patates, on les laisse une nuit sur la terre pour les récupérer, parce que sinon on ne le fait pas, et elles verdissent, elles ne sont pas bonnes. Et quand on demande aux paysans pourquoi, c'est un rituel, ils n'ont pas la moindre idée. Alors ça, c'est vrai pourtant. Alors les gens vont dire c'est pour des raisons biochimiques, et les mystiques vont dire non, les patates, elles ont un esprit. Et puis, quand on les cueille, l'esprit part dans la terre. Et puis si on les prend tout de suite, on mange le fruit sans esprit. Donc, il n'est pas bon pour nous. Donc, il faut attendre. Si je le laisse sur la terre, l'esprit revient et maintenant, le lendemain, je peux manger les deux. Alors, on croit en ce qu'on veut. Vous pouvez faire l'expérience avec 2 carottes. Vous cueillez vos 2 carottes, vous en laissez une sur la terre, vous ramenez l'autre chez vous. Et le lendemain, vous mangez les deux. Elles n'ont pas le même goût. Elles n'ont pas les mêmes vertus. On ne sait pas pourquoi. Alors, chacun met ce qu'il veut selon son archétype, selon ses croyances. Et c'est pour des raisons biologiques, et c'est pour des raisons magiques, c'est pour des raisons de croyances. On s'en fout, finalement. Ça pas vraiment... Dès l'instant que ce n'est pas des dogmes, et qu'on ne dit pas à tout le monde, vous devez penser comme ça. Que chacun ait son système de référence, personnellement, ça ne me dérange pas particulièrement, quoi. Vous dites qu'on est devenu intelligent il y a 200 ans et qu'il y a 200 ans encore la magie était partout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui le monde est prêt à parler à nouveau d'alchimie? Si, mais le monde est prêt à parler de plein de choses puisqu'on est arrivé dans un monde où on n'a plus de solutions. Donc on a essayé toutes les solutions qu'on avait et maintenant on commence à se tourner vers d'autres choses. Alors est-ce qu'on peut parler nommément de l'alchimie? Moi je le fais, Ouais. Je veux dire, mais il faut s'entendre encore une fois sur l'alchimie. Est-ce que c'est l'imagerie d'Épinal? Non. L'alchimie est une autre manière de percevoir le monde. C'est un autre modèle. C'est une autre manière de comprendre une crise, par exemple, une gestion de crise. Pourquoi il y a un problème? Ça ne veut pas dire que je vais parler nommément d'alchimie, mais les principes qui dirigent cette vision. 3 énergies, une énergie qui va dans un sens, une énergie qui va dans l'autre sens, puis quand j'associe les deux, j'ai la neutralité.
ce qu'on appelle le sel, le soufre, le mercure. Si je parle à un chef d'entreprise pour gérer son entreprise du sel, du soufre et du mercure, il met un coup de fusil. Mais si je lui dis, il y a un problème d'information, de comment circule l'information et de ce que vous en faites, là, c'est juste une question de vocabulaire. Alors, est-ce que l'alchimie, c'est pas non plus inspiré de principes fondamentaux et fondateurs de l'humanité? Mais évidemment que oui. Et que le terme alchimie, c'est seulement une manière de trouver un langage, de trouver des symboles, de trouver des mots qui nous permettent de transmettre quelque chose. Mais on peut s'affranchir complètement du terme et d'en utiliser les principes. Puisque finalement, en amont, il n'y a qu'une seule connaissance qui s'habille de cultures différentes. Si je parle d'alchimie avec les Chinois, je ne parlerai pas de la même manière qu'avec des Occidentaux. Pourtant, il y a une chimie chinoise extrêmement puissante, sauf qu'ils ne sont pas issus d'un système judéo-chrétien, donc ils ne cachent rien, donc ils parlent des 5 éléments. Non, on ne parle que de 4. 5e, la quintessence, c'est caché. Ça n'existe pas. Nous, on ne connaît pas cet élément. Eux, ils en parlent. Les hindous, eux, ils n'ont pas eu de rupture dans leur civilisation. Jamais. Ça a toujours été des hindous. Donc, pourquoi ils cacheraient les symboles ? Pourquoi ils auraient une scission entre une vision métaphysique et physique? Ils n'ont aucun problème avec ça. Nous, on a eu ce problème majeur parce qu'on s'est dit, avec le poids de la religion, on s'est dit, ça suffit ça. Et on a tout mis dans le même sac. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Religion et spiritualité, on met ça dans le même sac. Ou même principe délétère, principe de l'âme de la matière. Et c'est indéniable qu'il y a de l'information dans la matière. Si je dis qu'il y a de l'information dans la matière, tout le monde va dire oui, oui. Si je parle de la matière, on va dire il est fou. Donc c'est juste une question de vocabulaire. Mais par contre, aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser ces principes pour régler des conflits, pour régler une entreprise, pour communiquer même. Il ne faut pas oublier quand même, quand on parle de logos, c'est le logos. Logos, c'est juste la parole de Dieu quand même. Ça veut dire qu'on met ça sur une carte d'affaires, et mettant ça sur une carte d'affaires, bah, les gens ils viennent ou ils viennent pas. Donc Patrick, nous, on a, avec le Craft Project, est né un rêve d'école des métiers d'art qui soit à la fois une école d'artisans d'art, une école d'entrepreneurs et une école de créateurs. Et on se réunit pour réfléchir, formaliser ce rêve. Et une des grandes questions que vous avez commencé à aborder là dans notre discussion, c'est comment transmettre l'esprit. Est-ce que vous arrivez de manière concrète, créer des modules de formation pour apprendre, pour éveiller à cet esprit-là? J'allais dire sans aucun doute, mais c'est surtout pas des modules et c'est surtout pas de la formation, puisque la formation dit forme. C'est plus comment percevoir le monde. Et il y a des manières de percevoir le monde, bien sûr. Le rapport qu'on a avec la matière. On amène quelqu'un promener en forêt, par exemple. Et on n'était pas les premiers à le faire. Quand, je sais pas moi, au Japon, on décide de faire un tambour et qu'on choisit l'arbre, et qu'à une période particulière, et que ça semble être des rituels, mais si on le fait pas, ça marche pas. Comment intégrer cette perception? Et ça passe par l'ouverture de toutes les perceptions. C'est pas forcément des modules, on va vous apprendre des techniques, mais on va dire, allez, tous ensemble, voilà, on a mis des métaux sous un linge, mettez les mains et reconnaissez-les. Vous les voyez pas. Et comment vous faites? Genre, bah non, c'est pas possible. Vous avez tous remarqué que quand on touche un métal, certains d'entre nous, on a un goût métallique dans la bouche. Et que c'est pas le même en fonction du métal. Ça veut dire que vous êtes capable de repérer les métaux rien qu'en les touchant. Bah, la personne, maintenant, quand elle va le travailler avec le métal, ça y est, l'information circule entre eux. Voilà, c'est un exemple. Des textures aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous fait de sentir quelque chose de lisse, de sentir quelque chose de rugueux? C'est dans l'expérimentation. Et puis après, ça peut être aussi dans l'histoire. C'est en disant, voilà, ils avaient tel secret de fabrication. Et pourquoi ils avaient ce secret de fabrication? Ça semblait être un rituel. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un rituel et que ça marche pas si on le fait pas. Vous voudrez bien venir enseigner dans notre école? Bah écoutez, si le temps le permet, ce sera avec le plus grand plaisir. Alors en fait, comme vous voulez transmettre à l'arbre, il faudra que vous enseigniez aux professeurs qui vont enseigner dans notre école. Alors on arrive à la fin de cet entretien et il y a une question qui clôture toujours le Craft Project, c'est « Je suis une fée, plutôt une fée des métiers d'art, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ?» Ah, moi, ce que j'adorerais aujourd'hui, c'est souvent les gens qui font des métiers d'art. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, et je peux le comprendre. C'est des créateurs, et un, ils communiquent pas, ou mal. Et deux, comment faire passer ce message à des gens qui ont la capacité de le faire. Donc je parlais d'entreprise. Comment une multinationale, comment une maison qui fait des parfums, qui fait de la couture. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est faire le lien entre des gens qui créent quelque chose, raconter des histoires, en étant portés par leur propre histoire et le manifester dans le monde, d'une manière concrète.
C'est-à-dire fabriquer un produit, communiquer autour du nom d'un produit. Je comprends pas ce que je dois faire avec ma baguette magique. Peut-être le lien, ça peut être ça, mais j'ai fait une série de films, le voyage alchimique, 7 DVD entre Bruxelles et Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça, c'est le chemin de l'alchimiste, c'est-à-dire j'ai découvert des tas de trucs. Et je vais faire la suite, 7 autres. Et ces 7 autres, ça va être quoi ? Dans 7 pays gaéliques, je vais rencontrer 7 artisans pour leur transmettre 7 secrets de fabrication. Donc, expliquer comment faire une distillation particulière, expliquer à un forgeron comment faire une lame particulière, expliquer à un luthier comment les vernis qu'ils ont fait. Alors, c'est à la fois des secrets de fabrication, mais c'est des histoires. Et ça, faire ce lien, cette transmission aujourd'hui, est quelque chose qui m'importe. Et j'ai passé ma vie à transmettre aux feuilles. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre à l'arbre. D'accord. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiersrares. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétiersRares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. C'est bien, merci, c'était top. On n'a pas parlé de ton livre sur la bibliothèque d'Alexandrie. Non, c'est vrai, c'est pas grave. Là, on enregistre en bonus. Tout ce que tu dis, c'est enregistré. On peut dire... dis juste un petit mot sur ton livre que tu vas bientôt écrire. Voilà, j'ai déjà commencé. L'histoire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie. Parce que tout le monde dit c'est César qui a foutu le feu à la bibliothèque d'Alexandrie. Sauf que quand on lit les textes, on s'aperçoit que c'est pas vrai. À tel point, c'est qu'en 27, on dit qu'il a mis le feu en 47. En 27, il y a Stabon, un visiteur qui voit qu'elle n'a pas brûlé. Enfin, qu'il n'en parle pas comme si elle avait brûlé. Donc on est sûr qu'elle n'a pas brûlé. Alors la question, c'est qu'il en a fait quoi ? Lui, il arrive là, pour une raison, je ne peux pas tout vous raconter, mais il court après Pompée. Le chute du triumvirat, guerre intérieure. Un des gouvernants fuit, poursuivi par César. Enfin, c'est très romantique. Il va se réfugier à Alexandrie. C'est pour ça que César le court après. Bref. Et César tombe sur la bibliothèque d'Alexandrie. C'est normal. C'était la connaissance du monde. 700 000 ouvrages. La connaissance du monde. Et il voit ça. C'est le pouvoir, quoi. C'est le truc incroyable. Parce qu'elle est créée en moins 288 par Ptolémée Ier. Et pendant 250 ans, elle va être remplie de la connaissance de l'humanité. Donc ça veut dire qu'on a la connaissance de l'humanité, mais la propre antiquité de l'humanité. Et là, on ne sait pas où ça remonte. Et donc César, quand il voit ça, il se dit, c'est incroyable, quoi. Et il se dit, il faut que je la ramène. Il ne peut pas la ramener à Rome, on est en pleine guerre civile. Donc il décide de monter une expédition incroyable qui va durer 2 ans et qui va permettre de déplacer cette bibliothèque. Et ça, c'est le premier texte. Le deuxième, c'est les Templiers retombent dessus à une période très particulière en 1275, avec Guillaume de Beaujeu, qui est le 21e grand maître de l'ordre du Temple. Pour une raison que je ne peux pas vous raconter tout de suite, il retombe sur un document qui dit qu'il y a une autre bibliothèque, qu'il y a une bibliothèque cachée quelque part. Et donc, il décide d'aller à cet endroit-là. Il est roi de Jérusalem, donc il ne peut pas rester longtemps. Il reste 2 ans, et on ne sait pas pourquoi. Il achète les terres, d'ailleurs, et c'est pour ça que ça devient le Beaujolais, Guillaume de Beaujeu. Ah. Et dans ses armoiries, il y a un code, il y a une clé qui dit « Voilà le secret que j'ai trouvé ». Ça, c'est le 2e tome. Le 3e tome, on peut constater que toutes les sociétés secrètes naissent à Lyon. Et pourquoi ? Et il y a des choses un peu étranges. Par exemple, on a Cagliostro, connu, hein. Lui, il décide de faire des rites maçonniques, et il fait un rite égyptien. On est en 1780. Il parle des dieux, il parle des rituels. Merveilleux, hein ? Sauf que on découvrira les hiéroglyphes qu'à la campagne d'Égypte, 1798. Et on va finir par les découvrir en 1805. Et c'est quoi ses sources ? Il sait ça comment, lui ? Comment il connaît le nom des dieux, les rituels ? Il ne peut pas connaître, on n'a pas décrypté les hiéroglyphes. Donc, peut-être qu'il est tombé sur une autre connaissance. Puis après, l'autre question, le dernier tome, c'est où aujourd'hui ? 700 000 ouvrages. Ça a disparu, on les a brûlés, on a fait quelque chose ?
Puis ça répond à des tas de trucs étranges. Pourquoi Lafayette est allé aider les Américains, à part pour emmerder les Anglais, on peut se poser la question. Pourquoi Benjamin Franklin décide de faire son gouvernement en France sous Louis XV? Qu'est-ce qu'il vient de foutre ici? Et tu vas répondre à toutes ces questions? Ah oui, je vais écrire en tout cas, bien sûr. Et tout ce que je dis est vérifiable. C'est-à-dire que j'aurais pu faire une thèse historique. Je le fais pas parce que je veux pas qu'on m'emmerde. Et un roman, c'est plus facile. Mais tout ce que je dis est absolument... Et je le mets dedans. Et historiens à les vérifier. Ah non, mais c'est encore plus fort que ça. C'est que j'ai discuté avec des historiens en leur donnant des pistes. Ils ont allé chercher, ils ont trouvé ce que je leur ai dit. Ouais. Quand je cite une date, quand je cite quelqu'un, quand je cite un événement qui s'est passé, c'est vérifiable. D'accord. On va dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait aujourd'hui? Parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas trouver. Ouais. C'est comme une aiguille dans une meule de foin. Moi, je sais exactement, donc je l'ai retrouvé dans tous les textes. Et je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé des gens qui parlent de ça. Il y a des tas de trucs incroyables, quoi. Et tu le sais par ton érudition ou par ton intuition? Les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire que la première fois, je suis tombé dans des souterrains. Personne n'a la moindre idée de ce que ça peut être, ces souterrains. Et donc, on descend pour faire un film avec Georges Combes, avec qui on a fait le voyage alchimique. Et personne ne sait qui l'a fait, quand on l'a fait et pourquoi. Et moi, je me retrouve à l'intérieur de ça. Et au fond d'un truc, je trouve des graffitis romains. Ils sont connus, hein, mais moi, je les connaissais pas. Parce que je connaissais absolument pas ce lieu. Donc, je trouve des graffitis romains. C'est noir, c'est interdit au public, c'est sous Lyon. Et j'éteins ma frontale. Et je suis dans le noir. Et là... j'ai la sensation d'entendre des froissements des gens qui passent avec des trucs. Et je me dis, c'est une bibliothèque. Et l'histoire commence là. T'as jamais peur? Peur de quoi? De ce que tu trouves derrière la porte? Non. Jamais. Pourquoi j'aurais peur? Peur de quoi? Le pire qui puisse arriver, c'est mourir alors. M'en fous, je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, c'est une bonne question, ça. Chacun pourra voir. Connaître le futur modifie le présent. Et c'est pas bien de modifier le présent? C'est un risque? Non, c'est pas ça. C'est que le futur n'existe pas. C'est-à-dire, on est des acteurs dans ce monde, on n'est pas des figurants. Donc vous avez toujours ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est ce que vous avez, rien. Et avoir peur du futur fait qu'il est toxique. Donc, à chaque seconde, vous pouvez modifier chaque chose. Ça coûte plus ou moins d'énergie, il y a des choses qu'on peut faire, c'est un peu simple et compliqué de parler de ça. C'est le rôle du maître d'ailleurs. Le rôle du maître ne donne pas, il révèle. Une vérité est toujours dévoilée, un secret est toujours percé. On ne dit pas, le secret c'est ça. Ouais, je comprends. Parce que ça n'a pas d'importance. C'est la même chose que dire à un apprenti, vas-y, fais-moi ce coup de lime là, c'est le bon. Tant que lui, il l'a pas fait, ce secret a de la valeur que quand on l'a compris. Et pas dans les mots, mais dans ce que ça nous fait. Mais c'est déjà intéressant de savoir que vous, qui savez ce qu'il y a de l'autre côté, vous n'en avez pas peur. Non, mais je suis pas le seul. Hein. Tous les gens qui ont fait des morts éminentes, tous ceux qui sont venus après une mort, ils n'ont plus peur de la mort du tout. Hein.